Alors, si un hygiéniste a compris la résistance, je suis sûr que c'est compréhensible par les réanimateurs. Alors, à condition que j'ai tout compris. Donc, ce que je me suis proposé éventuellement, l'idée c'est qu'on puisse débattre et que vous puissiez intervenir. Donc, n'hésitez pas à utiliser les micros, n'hésitez pas à me poser des questions et effectivement à me challenger un petit peu. Voilà la déclaration de lien d'intérêt, donc j'en ai pas mal. Et puis je me suis dit, veuillez m'excuser, collègues marocains, j'ai pris marocain parce que ça m'est passé par la tête, mais ça aurait pu être libanais, ça aurait pu être serbe, ça aurait pu être français, peu importe. J'ai pris cet exemple-là qui va être un peu l'introduction de ma présentation, et puis vous aurez la réponse à la fin. Donc je vous demande juste de réfléchir à cette question-là. Donc c'est un patient d'origine marocaine qui est transféré de Tanger après un séjour en réanimation de 15 jours, qui est admis dans votre unité pour un choc septique le plus simple possible à une infection liée sur cathéter à Escherichia coli, qui est sensible aux céphalosporines de 3e génération. Et je vous cite une série de molécules et la question est de savoir est-ce que ces molécules-là peuvent être plus ou moins associées à de l'émergence de résistance. Et donc je vous laisse réfléchir à cette question, on arrivera à la fin à en débattre. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un d'entre vous pense qu'il y a une d'entre elles qui puisse être associée à la résistance ? Oui, au moins une, d'accord. Plus d'une ? 3 ? Toutes ? Toutes ? Et qui croit que toutes ne peuvent pas être associées, qu'il y en a qui ne peuvent pas être associées à de la résistance? D'accord. Et ce serait un autre patient, vous pensez que ce serait strictement la même chose ou c'est spécifique à ce patient? Qui pense que c'est spécifique à ce patient? D'accord. Et les autres, a priori, non. OK. Les antibiotiques sont-ils responsables de la résistance? Qui pense que les antibiotiques sont responsables de la résistance? Personne. Si, quelques-uns. Super. Alors, en fait, la réponse est faux. Les antibiotiques ne sont pas responsables de la résistance, ils la révèlent. Les antibiotiques sont des métabolites, finalement, des agents pathogènes, qui sont des bactéries vivantes dans l'environnement, qui luttent finalement contre ces éléments-là et qui produisent un certain nombre de mécanismes de résistance pour lutter contre ces métabolites qui viennent des champignons et des propres bactéries. Et donc, quand vous regardez un petit peu dans les données de la littérature, il y a avant même à l'ère glaciaire, lorsqu'on reprend des prélèvements, on trouve des mécanismes de résistance à des molécules qu'on vient tout juste de découvrir, comme la daptomycine. Il y a un très joli papier de nos collègues canadiens qui ont retrouvé effectivement sur des prélèvements d'animaux de l'ère glaciaire des mécanismes de résistance à la daptomycine. Or, à ce que je sache, la daptomycine n'existait pas à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est extrêmement important. Je suis toujours frappé par le fait que j'entends dire, finalement, en n'utilisant pas tel antibiotique, on va le préserver. Peu probable. Effectivement, plus on va l'utiliser, plus on va voir apparaître les résistances qui sont liées à cet antibiotique. Mais la résistance existe préalablement. Et toute la question de la maîtrise de la résistance, c'est une question de volume de prescription d'antibiotiques. Et donc l'individu, par rapport à la consommation générale d'antibiotiques, représente très très peu de choses, finalement, l'individu infecté, peu de choses par rapport à la consommation générale. D'accord? Donc gardez à l'esprit que finalement, la majeure partie des antibiotiques, il y a peut-être quelques différences, sont là pour révéler finalement la résistance. Donc, ok, ça préexiste, elle est multiple et variée, et puis clairement, plus vous allez soumettre un individu à une pression de sélection antibiotique, plus la probabilité de voir apparaître ou de voir émerger, on ne va pas dire apparaître, voir émerger de la résistance va être important. Alors, juste deux choses. De façon très grossière, si on voulait séparer les raisons pour lesquelles on commence à voir de la résistance, il y a deux points. Un premier point, le rôle des antibiotiques comme sélectionnant la résistance, c'est-à-dire que la résistance préexiste chez l'individu et l'antibiotique n'a fait que la révéler, et on reviendra là-dessus. Et la deuxième possibilité, c'est que la résistance n'existait pas chez l'individu et elle est apparue grâce à l'antibiothérapie. Et donc là, effectivement, ce sont des phénomènes à l'échelon de la bactérie, à l'échelon du chromosome, qui peuvent être soit des mutations, soit le fait de déréprimer un mécanisme qui préexiste chez la bactérie et qui va, au contact de l'antibiotique, s'exprimer de façon plus importante. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples par rapport à cela. Donc, très clairement, il n'y a pas, ou vous ne verrez pas de résistance sans antibiotiques. Les antibiotiques sont là
pour vous faire voir la résistance qui, elle, préexiste, mais vous n'allez pas la voir tant qu'il n'y a pas de pression. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si on prend depuis les années 40, on commence à voir l'émergence de la résistance. Parce que les volumes d'antibiotiques prescrits sont tels que, effectivement, quand vous regardez par exemple le staphylocoque résistant à la méticilline, dès les premières prescriptions de méticilline est apparue la résistance. Mais pourquoi? Parce que nous l'avons sélectionnée, elle n'est pas induite par la prescription de la méticilline. C'est pour tout le monde, est clair là-dessus? Super. Et donc, très clairement, le trigger, c'est l'antibiothérapie. Et ce qui va permettre de maintenir chez un individu la résistance, c'est le maintien de l'antibiothérapie. C'est-à-dire que si vous comparez deux patients, un qui prend une dose d'antibiotique et l'autre qui va en prendre pendant 10 jours, la quantité de bactéries résistantes à ce même antibiotique sera certainement différente entre les deux patients. Chez l'un, vous verrez des bactéries résistantes, mais en volume faible, et il risque, avec un petit peu de chance, de se débarrasser de cette résistance-là. Dans l'autre, vous allez voir une quantité de bactéries et probablement que cette résistance risque de perdurer. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on regarde les patients qui acquièrent des entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi après un voyage, il y a une différence nette entre ceux qui reçoivent des antibiotiques et ceux qui ne reçoivent pas, non seulement dans l'acquisition, mais dans le délai de clairance du portage. Et donc, plus vous allez soumettre un patient à un antibiotique et faire émerger la résistance, plus les quantités de bactéries résistantes dans son tube digestif ou dans son foyer infectieux, peu importe, vont être importantes. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord là-dessus, qui veut en débattre? Super. Donc, c'est tout. Bon, je m'arrête là. C'est bon. Alors, il y a une autre façon d'acquérir la résistance qui est plus liée à mon métier, finalement, mais liée aussi à nos activités tous les jours, qui est le fait que quand vous soumettez un patient à une pression de sélection antibiotique, vous allez modifier ce qui lui permettait jusque-là de lutter contre les bactéries qui lui sont étrangères. Et quand je dis les bactéries qui lui sont étrangères, c'est les bactéries commensales et saprophytes, parce que vos bactéries sont différentes des miennes. Et si on va, entre guillemets, se croiser dans notre vie, notamment en réanimation, par exemple, pour que j'acquière vos propres bactéries qui sont commensales et qui pourraient être dans mon tube digestif parce qu'elles sont commensales, eh bien, il faut à un moment donné que vous modifiez les éléments qui permettent de lutter à l'acquisition chez moi personnellement. Et donc, très clairement, quand vous regardez toutes les études de la littérature qui suggèrent que vous comparez deux patients, ceux qui acquièrent des BMR et ceux qui n'acquièrent pas des BMR, et vous mettez en évidence que la prescription d'antibiotiques est associée à l'acquisition de BMR, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en gros, en pratique, dès que vous mettez un patient sous une pression de sélection et que vous lui transmettez une bactérie, quelle qu'elle soit, commensale ou saprophyte, vous allez lui donner plus de raisons, finalement, de garder la bactérie dans son tube digestif. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez les infections à Pseudomonas, donc je regarde Charles-Édouard, mais c'est le grand travail de Jean Chastre, lorsque vous regardez les infections à Pseudomonas aeruginosa, donc c'était les PAVM à ce moment-là, elles sont tardives dans l'histoire des patients admis en réanimation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de la littérature en disant finalement l'étude de Jean Chastre, elle est has-been. Non, simplement le cursus a été déplacé dans le temps. Si avant nous avions des patients qui rentraient pas porteurs de mécanismes de résistance et que quand on les mettait sous une pression de sélection antibiotique, il leur fallait un certain nombre de temps pour acquérir et pour, entre guillemets, s'amplifier. Là, maintenant, nous avons des patients qui viennent totalement de la communauté et la première dose d'antibiotiques est associée finalement à l'émergence de résistance. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental dans la réflexion que nous devons avoir. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Donc, voilà comment cet exemple-là, comment je le résume. En gros, vous prenez des patients, vous pensez, ou vous faites la preuve qu'ils n'ont aucune bactérie résistante dans leur tube digestif, et pour des raisons d'hygiène, entre guillemets, vous frictionnez moyennement les mains, vous leur transmettez des bactéries. Ils vont les acquérir, mais ils vont les acquérir de façon transitoire. Mais pour qu'elles persistent dans le tube digestif, il va falloir de la pression de sélection antibiotique. Sans pression de sélection antibiotique, ils finiront par les acquérir. D'ailleurs, finalement, quand vous regardez la majeure partie de vos patients et que vous regardez la durée d'hospitalisation et que vous faites la somme entre réanimation et à l'extérieur de la réanimation, c'est cette durée-là qui est associée à l'acquisition et à l'émergence de résistance. Alors, la résistance préexiste, donc il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit.
il ne faut jamais oublier la résistance naturelle. Donc, on est porteur de bactéries résistantes dans notre tube digestif. Et quand vous prescrivez une céphalosporine de 3e génération, vous exposez vos patients à l'émergence de bactéries ayant acquis des mécanismes de résistance aux céphalosporines, mais aussi ayant des mécanismes de résistance naturels. Et donc, très clairement, dans vos choix antibiotiques, la prescription préalable a un poids. Et c'est pour cela qu'on enseigne aux plus jeunes que la pyélonéphrite de la femme jeune, attention, ayant reçu des quinolones, ce n'est pas le même spectre que sans quinolones. Il y a certes la résistance aux quinolones, mais il y a aussi les bactéries naturellement résistantes aux quinolones. D'accord? Et donc, première idée, les bactéries naturellement résistantes à l'antibiotique reçu. Et donc, je cite les anciens, parce que c'est les anciens qui nous ont appris. On passait nos nuits, quand on était externe chez M. Vachon, à regarder le trou de l'antibiothérapie. Alors, c'était hyper facile, parce qu'il n'y avait pas les carbapénémases, les BLSE, les résistances au carbapénème chez Pseudomonas. Ça devient plus compliqué, mais c'est obligatoire de faire cette démarche-là pour pouvoir choisir le plus adapté possible les antibiotiques pour un patient donné. Le deuxième exemple, c'est que votre patient est porteur antérieurement d'une bactérie résistante. Moi, j'ai une BLSE. Vous me mettez sur n'importe quel antibiotique pour lequel la BLSE est résistante, parce qu'elle a des co-résistances. Elle va faire émerger. Alors, quand vous lisez la littérature, vous regardez, il y a 2 classes antibiotiques qui sont associées, soi-disant, à l'émergence de BLSE. Les céphalosporines de 3e génération et les fluoroquinolones. C'est faux. C'est juste l'effet des données statistiques, des volumes de prescription. Si vous prenez un patient qui a une BLSE dans ses selles, la BLSE est résistante à l'amoxicilline. Vous lui donnez de l'amoxicilline, vous allez amplifier et voir cette BLSE. Et donc, c'est un élément extrêmement important. Vous donnez une fluoroquinolone, 60 à 80% des BLSE sont résistantes aux fluoroquinolones, donc effectivement, vous allez la voir. Vous donnez une céphalosporine de 3e génération, vous allez la voir, mais vous donnez du Bactrim aussi, vous donnez de l'amoxicilline, vous allez la voir aussi. Et donc, je pense que ça, c'est un élément important. Et notre patient, si on reprend notre patient qui est d'origine marocaine, alors je vous ai mis le Maroc, parce que la prévalence des BLSE est élevée, parce qu'il y a probablement des carbapénémases, parce qu'il y a probablement des acénitobactères, et bien ce patient qui reçoit de l'amoxicilline, il est exposé à ce risque-là parce qu'antérieurement, il est colonisé à une BLSE. Ça vous va, ça? Super. Alors voilà, on l'exprime comme ça, donc ça c'est emprunté à Hermann Gossens. Donc, votre tube digestif, il y a une bactérie résistante à l'antibiotique qui est donné, vous soumettez votre tube digestif à cette concentration d'antibiotiques, la résistance va émerger, et plus vous allez la soumettre, plus la résistance va être importante. Plus le profil de votre, entre guillemets, tube digestif va changer au profit de cette bactérie qui est totalement résistante. Et très probablement que l'infection va survenir pas à cette période-là, finalement, au début, parce qu'elle est peu importante, mais probablement entre ces 2 périodes-là, c'est-à-dire au moment où il y a un inoculum important qui va survenir. Et c'est la raison pour laquelle, dans les données de la littérature, quand vous regardez, par exemple, les patients colonisés à BLSE à l'admission, et que vous regardez le premier épisode d'infectieux en réanimation, eh bien, moins de 10% d'entre eux sont liés à une BLSE. Par contre, si vous vous positionnez au 2e épisode, ou à distance, eh bien 50% d'entre eux seront liés à la BLSE. Mais pourquoi? Parce que probablement il y a un continuum et que la survenue de l'infection, comme chez le neutropénique, comme dans beaucoup de données de la littérature qu'on connaît maintenant, elle est liée à la concentration, au rapport entre le nombre de bactéries résistantes et le nombre de bactéries sensibles. Pour tout le monde est d'accord autour de cela? Super, très bien. Alors, prenons l'exemple de ce patient-là, qui est donc marocain, transféré d'une réanimation de Tanger, 15 jours de séjour, hein, et prenons l'hypothèse qu'il ait une carbapénémase dans ses selles. Alors, les carbapénémases, je vous ai mis le profil entre guillemets, des 3 classes les plus fréquentes. Donc, vous avez les KPC, les classes A, vous avez les classes B, les métalloenzymes, et la classe D, les OXA48, ce qui circule le plus entre guillemets, dans le pourtour méditerranéen, ce sont les classes D, OXA48. Donc vous voyez que quand vous regardez les bêta-lactamines, la majeure partie des bêta-lactamines sont soit résistantes, soit intermédiaires. Il y a quelques spécificités par rapport au carbapénème, mais vous voyez bien que c'est résistant. Et donc, quel que soit l'antibiotique que ce patient va recevoir, s'il est porteur d'une carbapénémase, vous allez la voir. Alors,
une question qui est importante, et je vais m'arrêter 30 secondes, c'est pas parce qu'un patient n'est pas porteur à l'écouvillon rectal à l'admission qu'il n'est pas réellement porteur, pour 2 raisons. La première, c'est la qualité de l'écouvillon, 3 raisons. La deuxième, c'est la façon de faire l'écouvillon. Si vous regardez les écouvillons périrectaux versus les écouvillons endorectaux, vous multipliez par 2 la probabilité de mettre en évidence une BMR ou une BHR. Et le troisième élément, pour mettre en évidence qu'un patient est colonisé, il faut qu'il ait au minimum dans ses selles 10 exposant 4 unités formant colonie par gramme de sel. Ce qui fait qu'il y a très longtemps de ça, l'équipe de chez Fagon avait montré que lorsqu'ils faisaient des prélèvements quotidiennement pour leurs patients de réanimation, ils voyaient à peu près 5% à l'admission de porteurs de BLSE, et dès la première semaine, c'était aux alentours de 9 ou 16%. Ce ne sont pas des acquisitions, ce sont des émergences de quelque chose que l'on ne voyait pas parce qu'il était infradiagnostique. Et ça, c'est un élément extrêmement important, d'où la difficulté aussi d'interpréter les résultats en termes d'hygiène hospitalière, et je ferme la parenthèse. La deuxième possibilité, c'est que la résistance est absente, c'est-à-dire en fait, il y a peut-être des mécanismes mais qui ne s'expriment pas, et ce que l'on va voir, c'est induit par l'antibiothérapie. Et là, le meilleur exemple que nous ayons, c'est finalement l'association entre la prescription préalable de céphalosporine de 3e génération et une infection ou un portage à ce qu'on appelle en France le groupe 3, et qui correspond aux bactéries Enterobacter, Serratia, Citrobacter frundi, qui sont des bactéries qui ont dans leur chromosome une céphalosporinase qui est exprimée à bas bruit. Et quand cette bactérie rencontre finalement les céphalosporines de 3e génération, elle va surexprimer cette céphalosporinase. Pourquoi ? Tout simplement pour survivre. La bactérie a pour but de continuer à survivre dans sa niche écologique. Et donc, l'exemple, il est là. Voilà un groupe 3, entre guillemets, sauvage. Il est résistant naturellement à l'amoxicilline, il est résistant à l'acide clavulanique, il est sensible à toutes les autres bêta-lactamines, sauf les céphalosporines de 1e et de 2e génération. Et donc, très clairement, lorsque vous allez mettre un patient sous claforant, on parlera des autres molécules aussi, eh ben, le risque, c'est d'hyper-exprimer cette céphalosporinase et de vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une excrétion de cette enzyme qui est extrêmement élevée, qui fait que toutes les céphalosporines vont être touchées, sauf les carbapénèmes. Toutes les bêta-lactamines, y compris avec des inhibiteurs, vont être touchées, et il ne restera plus que toutes les céphalosporines sauf céphépime, et il ne restera plus que céphépime et carbapénème d'efficace sur cette bactérie-là. Et ça, c'est vrai dans le tube digestif et aussi dans le foyer infectieux. Et c'est la raison pour laquelle on nous a appris que dans les infections suspectées à groupe 3, c'est-à-dire les entérobactéries qui ont une céphalosporinase déréprimée, il ne faut pas, en probabiliste, prescrire les céphalosporines de 3e génération. Alors, on pourra rediscuter de cela. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le seul inducteur enzymatique. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que tous les inhibiteurs de bêta-lactamase sont des inducteurs enzymatiques. Et que vous prescriviez une céphalosporine de 3e génération ou, par exemple, une association avec une uridopénicilline et un inhibiteur de bêta-lactamase comme la tazocilline, le risque de déréprimer cette céphalosporinase est à peu près le même. D'accord ? Et je reviendrai un petit peu sur quelques notions un peu plus tard sur la pharmacocinétique et la dynamique. Et la pharmacodynamie. Et voilà l'exemple du papier d'Hermann Gonsens. Là, on a un tube digestif qui est free. Il n'y a pas, entre guillemets, de résistance exprimée. On peut imaginer qu'il y a des entérobactères dans ce tube digestif. On le soumet à un inducteur enzymatique qui peut être la céphalosporine de 3e génération, qui peuvent être donc l'association uridopénicilline inhibiteur, et qui peut même être les carbapénèmes. Eh bien, ce que l'on va voir, c'est apparaître finalement cette résistance, et cette résistance va persister. Alors ça, c'est dans le tube digestif, mais ça peut très bien être au niveau du foyer infectieux. Et c'est d'autant plus vrai au niveau du foyer infectieux que, 1, l'inoculum est important, 2, il n'est pas drainable, et 3, que la concentration des antibiotiques que vous allez obtenir au foyer infectieux est à une concentration subinhibitrice. Et je pense que cet élément est important, entre guillemets, dans nos choix thérapeutiques. On ne traite pas de la même façon une péritonite non drainée
à une péritonite drainée. C'est tout à fait, en termes d'émergence de résistance, les risques sont tout à fait différents. Alors, dernier exemple, c'est finalement mon tube digestif est free de résistance, je l'ai soumis à un antibiotique et il va acquérir une bactérie commensale. Si vous prenez par exemple les enfants, les nouveau-nés, et que vous regardez les nouveau-nés à la naissance et que vous les suivez dans les unités de réanimation, à la naissance, ils ont un microbiote qui est à peu près le microbiote de leur maman. Et plus ils vont séjourner en néonatologie, plus la probabilité qu'ils acquièrent les bactéries de leur environnement au sens large du terme est élevée. Ils vont commencer par acquérir les staphylocoques blancs, coagulase négatifs des infirmières et des médecins. Ils vont après un peu plus acquérir les entérobactéries qui prédominent dans vos unités. Et si on prenait les différentes unités, vous prenez les réanimateurs, est-ce qu'il y a des réanimateurs de néonatologie? Non. Une. Chaque réanimation, vous me dites si je me trompe, de néonatologie, a son profil d'infection nosocomiale. Pourquoi? Parce que plus le patient va séjourner dans cette unité-là, plus le risque qu'ils acquièrent les bactéries de l'environnement sont élevés, et plus ils vont s'infecter à ces bactéries-là. D'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous de, entre guillemets, se défendre. Alors, je voulais juste vous exprimer cela de la façon suivante. Ça, c'est un tube digestif dans lequel il y a des bactéries dominantes. La majeure partie des bactéries, ce sont des anaérobies. Et les anaérobies sont indispensables pour lutter contre le risque d'acquisition. Ce sont les gardiens des frontières, on va dire comme ça, sans se mouiller. Et après, vous avez des entérobactéries. Et dans les entérobactéries, vous avez essentiellement de l'Escherichia coli, un peu moins de Klebsiella, très peu finalement de groupe 3. Et un petit peu d'entérocoque, un petit peu de streptocoque. Et puis, vous avez donc effectivement, ça c'est dominant, sous-dominant, et puis rien d'autre, sauf les mangeurs de salade. Si vous prenez les végétariens, eux, ils vont être colonisés à Pseudomonas aeruginosa. Mais un mangeur, entre guillemets, carné, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire normal, mais je n'ai aucun jugement sur la question, lui, il ne sera pas porteur de Pseudomonas aeruginosa. Je parle du microbiote, on va dire, occidental, parce que probablement que le microbiote à Madagascar, en Afrique du Sud, est différent, et si vous voulez, on peut en parler au niveau des questions. Et donc, si on prend moi, je suis un mangeur qui mange de la viande essentiellement, voilà mon microbiote. Pour une raison XY, je bois de l'eau tout à l'heure. Et plus l'eau va stagner, plus elle va être, entre guillemets, contaminée. Dans cette eau-là, il y a un certain nombre d'agents pathogènes qui sont des agents pathogènes de l'environnement. Pseudomonas, Xanthomonas, Serratia. Et plus cette eau-là est contaminée, plus je vais en avoir dans mon tube digestif. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais les rencontrer à un moment donné, et puis, hop, ça va disparaître. Ça ne restera pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la niche écologique pour garder ce type d'agent pathogène. Pour que je garde ce type d'agent pathogène, il faut faire une expérience que malheureusement on ne peut plus faire. Vous prenez 4 externes de médecine, vous prélevez leur sel, c'est 1969, et vous leur faites boire une quantité de lait avec des concentrations croissantes de Pseudomonas aeruginosa. Malheureusement, on ne peut plus faire ça, mais bon, voilà. Et vous regardez ce qui se passe dans leur tube digestif. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir, oui, c'est visible. Donc voilà, il y a A, B et C, et A avec une petite étoile. Et vous avez ici la dose de Pseudomonas administrée. Vous avez ici le temps de latence entre l'administration et les premiers prélèvements positifs dans les selles. Vous avez ici le nombre de jours où l'externe va excréter. Et vous avez ici la concentration de Pseudomonas qu'il va excréter. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le petit patient A en lui donnant 5-10-2 ? Dans les limites des années 69, on ne voit pas de Pseudomonas. Il n'y a pas du tout de Pseudomonas qui passe. Vous lui mettez un tout petit peu plus. Et donc là, par exemple, vous lui mettez 1,6 par 10,6. Et bien là, il va avoir au bout de 18 heures du Pseudomonas aeruginosa pendant 3 jours et à des quantités à 3,10,4, c'est ici. Et puis, vous voulez vous amuser un petit peu, vous le mettez sous Bactrim. Et donc, vous le mettez sous Bactrim en prophylaxie et vous regardez qu'est-ce qui se passe. Vous lui donnez 1,17 et il va excréter au bout de 18 heures, 3,16, il va excréter au bout de 24 heures pendant 14 jours et à des quantités à 10,6.
C'est la raison pour laquelle les infections à Pseudomonas aeruginosa surviennent en néonatologie tardivement, en réanimation tardivement par rapport à l'hospitalisation et pas par rapport uniquement à l'admission en réanimation, et chez les patients d'hématologie, parce qu'ils sont soumis à une pression de sélection antibiotique. Et si vous reprenez par exemple les infections urinaires communautaires à Pseudomonas aeruginosa, vous serez surpris de voir que ce sont des patients qui ont des pathologies chroniques et pour lesquels ils ont des antibioprophylaxies. C'est l'expérience que j'avais acquise à Necker quand je regardais les patients qui étaient au long cours sous Bactrim. Et donc très clairement, quand vous êtes sur une bactérie, ça profite. Pour qu'elle puisse s'installer et persister, cette bactérie saprophite, il faut soumettre votre tube digestif à une antibiothérapie, sinon elle ne s'installera pas. Et donc quand je regarde un petit peu aujourd'hui les données, les gens disent finalement ouais, les infections à Pseudomonas sont de plus en plus précoces. La réponse est je ne pense pas personnellement. Le profil des patients est différent. La fréquence de fréquentation du milieu hospitalier est différente. La pression de sélection antibiotique est différente. Et si, au lieu de se positionner à l'admission en réanimation, comme s'il n'y avait rien avant la réanimation, mais qu'on se positionnait à l'admission hospitalière, je suis certain qu'on pourrait refaire le même travail de Jean Chast et montrer qu'on peut, entre guillemets, stratifier les patients sur ce risque-là. Alors, quand on acquiert la résistance, il y a deux façons. Il y a le foyer infectieux et le microbiote. Et c'est quasi automatique dans le microbiote. C'est-à-dire, effectivement, une première dose d'antibiotique est associée. À votre avis, lequel est plus associé à de la résistance? Le foyer infectieux ou le microbiote? Lequel peut être plus... Alors, qui est pour le foyer infectieux? Qui pense qu'au sein du foyer infectieux, on va plus sélectionner de résistance que dans le microbiote? Personne. Microbiote? D'accord. Est-ce que le risque, finalement, du foyer infectieux, est-ce qu'on pourrait identifier le risque au niveau du foyer infectieux? Est-ce que, cliniquement, on pourrait dire, tiens, dans cette situation-là, le risque est important? Est-ce que quelqu'un a des idées? Oui ou non? Vous pensez qu'on peut y penser ou pas? Alors, je vois Benoît Misset dans la salle, donc je vais prendre l'exemple qui m'avait frappé. Monsieur B, j'étais jeune interne, pas externe, jeune interne, Monsieur B, qui arrive avec une méningite à staphylocoque doré. Il avait un matériel qui lui permettait, entre guillemets, de stimuler sa vessie pour qu'effectivement, il puisse uriner parce qu'il avait un syndrome de la queue de cheval. Il a une infection à staphylocoque, on le met sous vancomycine, il a des taux plasmatiques de vancomycine de 40 mg par litre. Et au bout du 4e jour, on introduit la rifampicine. Et vous savez tous qu'on vous dit la rifampicine, il ne faut pas l'introduire initialement tant qu'on n'a pas évacué l'inoculum. Pourquoi? Parce que plus l'inoculum est important dans une infection, plus la probabilité d'avoir des mutants déjà dans cet inoculum est élevée. Et plus le risque d'induire des mutations sera important. C'est un rapport entre un antibiotique, l'inoculum et l'espèce bactérienne. Et ce malade-là, après 4 ou 5 jours de vanco, on introduit la rifampicine. En se disant, là, c'est bon, parce qu'on ne voulait pas tout de suite l'opérer, il fallait un petit délai. Au bout de 3 jours, il avait des hémocultures résistantes à la rifampicine. Et ça m'avait beaucoup frappé parce qu'on m'avait dit, tiens, il faudrait que tu le publies. Il est toujours dans mes cartons, Benoît, si tu veux. Et donc, très clairement, c'est une situation extrêmement importante. Vous prenez une médiastinite qui est a priori à entérobactère sensible. Elle n'est pas drainée. Vous mettez des céphalosporines de 3e génération, la probabilité d'avoir une céphalosporinase déréprimée est élevée. Vous la drainez, vous mettez les cidrins et vous mettez une céphalosporine de 3e génération, la probabilité est significativement moindre. Et je pense que ça, c'est un élément important. Donc, dans le foyer infectieux, le problème de faire émerger la résistance dans le foyer infectieux, c'est l'échec et la récidive. Et donc, si vous prenez, par exemple, les vraies infections à Pseudomonas aeruginosa et que vous regardez les patients qui ont vraiment la pneumopathie, c'est pas, on doute, voilà, c'est un CPIS à 5, 6, c'est vrai, la pneumopathie, la condensation. Vous les mettez sous une double antibiothérapie en disant, voilà, l'un va protéger l'autre, il ne va pas y avoir de l'émergence. Eh bien, vous serez surpris de voir qu'il y a de l'émergence. Et parfois, on a été amené, enfin, au moins dans mon histoire, à être obligé d'aller faire des lobectomies pour traiter ces malades-là. D'accord ? Donc, le 3e élément qui peut être associé à la résistance, c'est l'espèce microbienne. Plus vous êtes sur une espèce microbienne qui a des mécanismes de résistance naturellement, plus la probabilité de faire émerger la résistance va être importante. Donc, l'inoculum,
la probabilité de pouvoir drainer l'inoculum, l'espèce microbienne et puis l'association espèce microbienne et, entre guillemets, bactéries. Donc voilà ce qui se passe dans un tube digestif ou dans un foyer infectieux, quel qu'il soit. Pour moi, c'est strictement la même chose, avec quelques variables. Vous mettez une pression de sélection antibiotique, il y a de la résistance qui préexiste, vous allez voir apparaître la résistance naturelle, vous allez faire émerger la résistance qui préexistait, et vous pouvez aussi créer en plus des nouvelles résistances, qui peuvent être soit des mutations, soit des répressions, peu importe, des résistances aux produits utilisés. Et donc si vous prescrivez par exemple une fluoroquinolone dans une pneumonie à Pseudomonas vraiment condensante, une vraie pneumonie, la probabilité que vous ayez de la résistance au fluoroquinolone, elle est extrêmement élevée. Pourquoi? Parce que la résistance est par mutation, qu'il y a une bactérie sur 18 qui est déjà résistante, et donc très clairement, plus l'inoculum va être important, plus la probabilité qu'il y ait de la résistance est importante. Alors, est-ce que la prévalence de la résistance est plus élevée chez les patients ou les services qui reçoivent des antibiotiques? Oui, non, oui. Tout le monde est pour oui? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont non? Il y en a qui ne répondent pas. La réponse est oui. D'accord? La réponse est oui. Toutes les données vont dans ce sens-là. Et pourquoi je vous donne cette information? Parce que probablement qu'aujourd'hui, avec la fréquence de la résistance, dans nos choix antibiotiques, il va falloir prendre les données du patient et les données de l'unité dans laquelle on travaille. Je prends l'exemple de la propre unité de réanimation de mon hôpital. Nous sommes une unité de réanimation où notre consommation antibiotique n'est pas plus importante qu'ailleurs, mais nous avons des pseudomonas résistants, carbapénémas, dans notre unité. Un patient qui fait une infection à J15, qui a reçu une antibiothérapie préalable, qui, effectivement, on suspecte un Pseudomonas aeruginosa, soit parce qu'on a l'examen direct, soit parce qu'on a la spectrométrie de masse, soit parce que l'histoire nous fait évoquer cela. Vu les données épidémiologiques de mon hôpital, je dois inclure cette notion-là. Mais il en est de même si cette unité est fortement consommatrice de carbapénème. Vous savez très très bien qu'il y a une relation entre consommation de carbapénème et émergence de résistance de Pseudomonas aeruginosa. Les carbapénèmes, dans 40% des situations de traitement pour Pseudomonas aeruginosa, induisent de la résistance chez Pseudomonas. Il en est de même pour ceftazidime, c'est dans 25% des situations. Donc, une unité de réanimation pour laquelle les volumes de prescription de carbapénème sont importants, chez un patient éventuellement qui n'a pas reçu de carbapénème, mais qui séjourne depuis 15 jours, et qui, ce patient-là, a reçu des antibiotiques antérieurement, eh bien, même si ce ne sont pas des carbapénèmes, dans votre choix probabiliste, vous ne pouvez pas exclure cette possibilité-là. Et donc, je pense que c'est un élément important. Et c'est d'autant plus vrai qu'il a reçu des carbapénèmes. Parce que s'il a reçu des carbapénèmes, il a 40% de chances que le pseudomonas qu'il a acquis pendant son séjour soit résistant au carbapénème et qu'on voit émerger finalement ce pseudomonas comme responsable de l'infection. Alors, vous connaissez ces papiers, ce sont les réanimateurs. Alors ça, à gauche, c'est à l'échelon d'une région. À droite, c'est à l'échelon des patients. Donc c'est ce fameux papier de Lepers, maintenant qui date, où il avait montré une corrélation directe entre la consommation des carbapénèmes et l'émergence de résistance au carbapénème chez Pseudomonas aeruginosa. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simple pour Pseudomonas aeruginosa. Pour que les carbapénèmes soient actifs, ils ont besoin du canal de Suez. Rappelez le canal de Suez, lorsqu'on a fermé le canal de Suez, le monde entier a eu peur. Et bien là, c'est la même chose. Lorsque vous prescrivez des carbapénèmes, le canal de Suez se ferme, la porine se ferme. Et une fois que la porine se ferme, elle devient totalement résistante au carbapénème. Et les carbapénèmes ne peuvent plus pénétrer par le biais de ce fameux canal qui leur permet d'accéder finalement à leur site de liaison. Alors, il y a quelques variations entre les carbapénèmes, mais en général, c'est l'explication première. Alors, quels sont les acteurs, à votre avis, de cette situation-là? C'est-à-dire, quels sont les éléments, comment nous pouvons réfléchir au quotidien, à titre individuel et à titre collectif, pour essayer de réduire au maximum la résistance? Est-ce que quelqu'un a une idée de quels pourraient être les acteurs? Allez, lancez-vous. L'objectif, c'est qu'on en discute. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des idées. Hein? Les prescripteurs, les choix des prescripteurs, oui. Alors, les voilà,
effectivement, la classe des antibiotiques. La première élément, c'est la classe des antibiotiques. Et ce qui nous intéresse, c'est deux choses. C'est la biodisponibilité de l'antibiothérapie. Éventuellement, sa nature chimique, on n'en discutera pas, mais par exemple, les quinolones, qui sont des antibiotiques synthétiques, entraînent des mutations, et c'est une résistance qui, dans la nature, n'existait pas jusque-là, puisque la nature ne connaissait pas les fluoroquinolones. C'est moins vrai pour les antibiotiques qui sont des métabolites des champignons et des bactéries. Et puis, surtout, son activité anaérobie. Alors, je m'explique. Si on prend la biodisponibilité d'un antibiotique, plus il va se retrouver dans le tube digestif, plus la probabilité qu'il fasse émerger de la résistance va être importante. Et c'est la raison pour laquelle il y a des équipes depuis des années qui réfléchissent à chélater les antibiotiques au niveau du tube digestif, en se disant, là, pas de souci. Mais c'est vrai aussi dans le foyer infectieux, parce que moins il va diffuser dans le foyer infectieux, moins la concentration dans le foyer infectieux va être, entre guillemets, au-dessus des CMI, et largement au-dessus, plus le risque de faire émerger dans le foyer infectieux va être important. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants, et on parlera tout à l'heure de l'administration continue des antibiotiques, mais attention, dans l'émergence de la résistance, il n'y a pas simplement le fait de choisir la classe, il y a aussi le fait d'adapter les doses. Plus les doses seront au-dessus des concentrations minimales inhibitrices au foyer infectieux et voire dans le tube digestif, plus la probabilité de ne pas faire émerger de la résistance va être importante. Alors je vais essayer de vous prendre quelques exemples. D'abord, il ne faut pas détruire les anaérobies. Ça, c'est important. Les anaérobies, il faut les garder. D'accord ? Et alors, je vais faire un petit peu de provoque parce que c'est mon style. C'est une des questions qui est née à partir de la décontamination digestive sélective. Alors, je ferme la parenthèse très très vite parce qu'il ne faut pas en parler, mais on mettra ça à la discussion à la fin. Et pourquoi il ne faut pas détruire les anaérobies ? Parce qu'on le sait depuis les années 50, 60, c'est que quand vous prenez des souris et que vous voulez leur faire, entre guillemets, leur faire acquérir et amplifier une bactérie quelle qu'elle soit, ça ne marchera jamais si vous ne détruisez pas les bactéries anaérobies. Manque de bol, il y a très peu d'antibiotiques qui n'ont pas d'activité anaérobie. Ça n'existe pas. Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est que les anaérobies sont porteurs de mécanismes de résistance, de bêta-lactamase endogènes, qui permettent en fait de lyser, entre guillemets, les bactéries résistantes. Et que quand vous les détruisez, vous détruisez vos bêta-lactamases endogènes qui permettent de lutter contre. D'accord ? Et donc ça, c'est le premier message. Et quand j'entends dire que l'amoxicilline n'a pas d'effet anti-anaérobie, ça me fait arracher les cheveux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prescrire pour un patient infecté de l'amoxicilline. Mais il faut arrêter de croire que si on fait de l'augmentin versus de l'amoxicilline, les risques écologiques seront certainement différents. En termes de spectre, c'est certainement différent. Mais en termes de conséquences écologiques, d'abord, on n'est pas au point en termes de recherche pour essayer d'interpréter ça et de classer cela, mais c'est probablement à peu près kiff-kiff bourricot. Deuxièmement, il n'y a pas d'antibiotiques sans résistance. Ça, c'est un très joli travail de Stéphane Harbart qui avait regardé à l'échelon d'un hôpital la consommation des antibiotiques chez les patients individuellement et l'émergence de résistance aux antibiotiques prescrits. Et quelles que soient les classes, ici il y a les fluoroquinolones, les carbapénèmes, les céphalosporines 3e génération et aussi l'ampicilline sulbactam unacim. Et dans toutes les situations, il y avait une association entre la prescription préalable et l'émergence de résistance à l'antibiotique prescrit. Soit parce que c'était des mutations, on peut penser ça par exemple pour les fluoroquinolones, soit c'était parce que c'était de l'émergence de la réapparition de bactéries résistantes qui étaient un petit peu oubliées. Alors, juste une petite réflexion que je veux vous laisser, et peut-être qu'on pourra en discuter sur la fin. Ça, c'est un modèle animal, c'est une souris pour laquelle on veut essayer de lui faire ingérer une Klebsiella pneumoniae BLSE. Donc, évidemment, on va la traiter par une bactérie, un antibiotique qui a une activité anti-anaérobie, clindamycine, et puis on va lui faire ingérer la quantité de bactéries. Et là, ce qu'on va regarder, à J0, à J2, à J4, à J6, la quantité de BLSE qu'il y a dans les selles, en lui administrant ou pas des antibiotiques, et les doses administrées permettent d'obtenir les concentrations plasmatiques chez l'homme. Et donc, juste pour que vous regardiez les concentrations, il semblerait qu'il y ait des différences en fonction des différents antibiotiques administrés.
Si vous prenez par exemple le témoin, qui est donc le sérum salé, là vous voyez bien que la bactérie s'installe au début et pour ne pas me démentir, elle finit par disparaître progressivement. Génial. En gros, vous pouvez acquérir, mais s'il n'y a pas une pression de sélection qui persiste, vous allez vous en débarrasser. Quand vous regardez par exemple les céphalosporines de 3e génération, et ici c'est la ceftriaxone, la BLSE qu'on a ingérée et qui est résistante à la ceftriaxone va permettre son installation et sa persistance dans le temps. Si vous regardez la tazocilline, pour laquelle finalement la BLSE est à la limite de la résistance, c'est une CMI à 4. Vous voyez bien qu'au départ, là elle n'arrive pas parce qu'elle est en train de lutter contre, elle n'y arrive pas et donc la concentration probablement de piperatazo dans les selles du patient empêche à cette bactérie de s'installer. Mais très rapidement, parce qu'elle n'est pas bête et qu'elle veut survivre, elle va trouver le moyen de résister et elle va finir par s'installer. Et puis il y a ce phénomène qui est un petit peu bizarre, qui est lié à une carbapénème, qui a une excellente diffusion dans le tube digestif, 70%, où là la bactérie ne s'installe pas et pendant la durée de l'observation, elle ne s'installe pas. Je dis bien pendant la durée de l'observation, c'est-à-dire jusqu'à J9. Et ça, c'est une vraie question qu'il faudrait qu'on se pose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on suppose ici, et c'est un peu la discussion de ce papier, que le fait d'avoir une concentration en carbapénème extrêmement élevée au-dessus des CMI empêche la BLSE de s'installer le temps de l'observation. Je vous rassure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous le faisons et nous testons avec un collègue de Saint-Joseph qui fait sa thèse de sciences dessus. Nous essayons de regarder qu'est-ce qui se passe en fonction des antibiotiques administrés aux patients chez les patients porteurs de BLSE. Et bien effectivement, quand vous les mettez sous carbapénème ou quand vous les mettez sous tazocilline et qu'ils ont une CMI basse à la tazocilline, avec les 16 grammes de tazocilline, vous effacez toutes les BLSE. Mais une fois que vous arrêtez, ça repart de plus belle. Et je pense que c'est une vraie question et on pourrait se poser la question, et vous avez vu ce fameux papier de Carmelli qui est un petit peu provocateur, qui est de dire, est-ce qu'il ne va pas falloir, par exemple, changer notre antibioprophylaxie pour certains patients colonisés? Peut-être. Ne retenez pas ce message, mais c'est une réflexion qu'il va falloir mener dans le temps. Alors, est-ce qu'il y a des antibiotiques à risque plus élevé? Oui ou non? Est-ce que vous voulez bannir des antibiotiques? Alors, en France, c'est les quinolones qui sont bannis. Oui, il y a des antibiotiques qui sont à risque plus élevé. La réponse est oui. Les quinolones, certainement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prescrire dans une bonne indication. Si j'ai une prostatite, mettez-moi une quinolone. Si vous avez une femme jeune qui a une pyélonéphrite et que vous voulez faire sortir et la guérir en 7 jours, mettez-lui une quinolone. Les bonnes indications, personne ne vous en voudra. Et ce travail qui est extrêmement intéressant, c'est aux urgences de Bichat, ils prennent tous les malades qui vont recevoir une dose de fluoroquinolone, ici c'est la lévofloxacine, ils leur prélèvent les selles avant et puis ils prélèvent les selles après la première dose de lévofloxacine. Et ils regardent qu'est-ce qui se passe. Et regardez, lorsque vous faites la première selle par rapport à des patients contrôle qui n'ont pas d'antibiotiques, la quantité d'entérobactéries est nettement diminuée. Tant mieux. C'est-à-dire c'est un antibiotique qui diffuse bien dans le tube digestif, qui a une activité sur les entérobactéries, elles sont toutes déréprimées, génial. Par contre, quand vous regardez la concentration de bactéries résistantes au fluoroquinolone au sein de ces entérobactéries persistantes, eh bien là, elle est significativement différente. C'est-à-dire qu'une première dose de fluoroquinolone, elle va effectivement agir sur toutes les bactéries sensibles, et on revient au schéma d'Hermann-Gossens. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être responsable de mutations, et ce qui va, entre guillemets, se multiplier dans le tube digestif, ce sont les bactéries mutantes. Et c'est la raison pour laquelle une femme ou un homme, qui a reçu des fluoroquinolones dans les 6 mois qui précèdent, et qui revient pour une infection urinaire, pas de fluoroquinolone. Alors, quels sont finalement les couples qui sont inquiétants? Alors ça, c'est les fluoroquinolones, c'est vraiment, je pense, la classe antibiotique associée à un haut risque de résistance. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas, mais celle-là, il faut la garder à l'esprit. Les couples, parce que c'est en couple qu'il faut parler. Je vous ai donné l'exemple rifampicine, staphylocoque doré. Je vous ai donné l'exemple fluoroquinolone, entérobactérie. Je vous ai donné l'exemple céphalosporine de 3e génération et entérobactérie du groupe 3. Et on pourrait rajouter ici en plus l'inoculum. Et puis, clairement, et hier, pour ceux qui ont assisté à un certain nombre de sessions, Patrick Plésia a redit que quand vous utilisez, par exemple, les nouveaux antibiotiques, céftolozane, plus inhibiteur, ceftazidime, plus inhibiteur sur des Pseudomonas aeruginosa,
Si ça n'entraîne pas facilement des mutations sur des Pseudomonas aeruginosa sensibles, ce n'est pas la même chose avec des Pseudomonas aeruginosa qui ont déjà des mécanismes de résistance. Et d'ailleurs, Rémi Gauzy avait posé la question hier dans une session, est-ce que finalement, il faut vraiment qu'on les mette dans les indications des bactéries résistantes, ou est-ce qu'il faut les mettre plutôt au début parce que le risque individuel est plus important? Je ferme aussi ici la parenthèse. Deuxième élément, juste pour que vous gardiez à l'esprit, les antibiotiques qui diffusent dans le tube digestif et qui ont des effets écologiques. Donc, les carbapénèmes, si vous prenez à l'exception de l'ertapenem, l'imipenem, c'est 2%. Et pour ceux qui s'intéressent à la question, il y a un très joli papier de l'équipe de Bichat, Nathalie Graal, qui a regardé chez des patients qui reçoivent des carbapénèmes, est-ce que leur microbiote change dans le temps? Et quand c'est l'imipenem, ça ne change pas tellement. En fait, les premiers papiers des années 82 sur les carbapénèmes montraient que l'effet écologique des carbapénèmes, écologique, je ne dis pas en termes de spectre, est faible. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a guère que 2% qui circulent finalement dans le tube digestif. La clindamycine, je vous ai dit, la vancomycine. Il y a un très vieux papier de l'équipe de Carmélie qui suggérait que la vancomycine était associée à l'émergence de céphalosporines 3e génération résistants. Ben oui, ça a une activité anti-anaérobie. Et donc, c'est probablement des acquisitions bien plus que de la sélection. Et donc, effectivement, cet anticoxygramme positif pour lequel on se dit, c'est pas possible, comme finalement, il a une action sur les anaérobies, si en plus vous rajoutez la transmission croisée, c'est gagné. Alors, il y a des discussions dans la littérature, ceftriaxone versus céfotaxime. La ceftriaxone est une élimination biliaire, donc les risques écologiques sont très plus importants. Je vous demande juste simplement 3 minutes d'attention. Sur le premier papier publié en 88, il y avait 3 malades dans chaque groupe. Un groupe ceftriaxone, un groupe céfotaxime et un groupe sans rien. Une dose d'antibiotiques, prophylaxie, et je regarde ce qui se passe dans les selles. Et oui, après une dose, ceftriaxone fait moins bien que céfotaxime parce qu'il y a beaucoup plus d'entérobactères céphalosporinas déréprimés. Sauf qu'il y a un papier qui n'est pas encore publié, mais qui va sortir très vite, de l'équipe de Bichat, qui montre chez des patients traités par ceftriaxone et traités par céfotaxime qu'il n'y a aucune différence. Pourquoi donc? Parce que probablement ce qui est important pour le tube digestif, c'est le volume d'antibiotiques qu'il va rencontrer. Et que probablement quand vous faites 3 grammes de claforan, ça revient à peu près à la même chose pour le tube digestif qu'un gramme de ceftriaxone en termes de concentration, toutes choses égales par ailleurs. Je pense que cette question-là est extrêmement importante aussi à mener dans le débat. Si moi j'ai une infection biliaire, mettez-moi de la ceftriaxone. Et si vous voulez que je sorte de l'hôpital pour que je n'acquière rien, je préfère avoir une injection par jour de ceftriaxone que 3 fois du claforan. Bon. Alors, deuxième question, ceftriaxone versus cefepime sur les groupes 3. Là aussi, clairement, les données vont dans le sens cefepime pour certaines espèces microbiennes. Et donc, si vous vous intéressez à la question, vous verrez qu'il y a beaucoup de débats qui reviennent. Et attention, c'est certes cefepime versus ceftriaxone, mais ce n'est pas tazo versus ceftriaxone. Les conséquences de la tazocilline, qui est un inducteur enzymatique, sont à peu près les mêmes. Lévofloxacine versus ciprofloxacine. Alors, certes, si vous regardez le staphylocoque doré, la lévofloxacine est associée à plus d'émergence que la ciprofloxacine. Pourquoi? Parce que l'activité de la ciprofloxacine, elle est moins importante sur le staphylocoque doré. Mais, attention, la lévofloxacine a une bonne activité anti-anaérobie. Et donc, les conséquences en termes d'acquisition seront tout à fait différentes. Alors, un petit arrêt sur image sur carbapénémase et carbapénème. C'est une grosse discussion, l'épargne. Faut-il épargner? Oui, il faut moins consommer d'antibiotiques. Oui, il faut épargner certains antibiotiques. Mais l'épargne des antibiotiques concerne les patients non infectés. Les patients infectés doivent recevoir les meilleurs antibiotiques. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, et ça c'est un papier de Benoît Pilmis qui est publié dans la revue française, en anglais, qui a regardé toutes les données de la littérature concernant l'émergence de résistance. Et que ce soit les carbapénèmes, ou que ce soit les fluoroquinolones, ou que ce soit les bêta-lactamines avec inhibiteur ou activité anti-pseudomonas, toutes sont associées à l'émergence de résistance au carbapénème. Et ça revient à ce que je vous ai montré initialement, c'est finalement le reflet de ce à quoi le patient était antérieurement colonisé. Alors, je saute le microbiote parce que
ça c'est un sujet compliqué, intéressant mais compliqué, et probablement que si on prend 2 personnes dans la salle, qu'on les soumet aux mêmes soignants, à la même antibiothérapie et aux mêmes agents pathogènes, certains vont acquérir et d'autres pas. Pourquoi? Parce que nous avons le moyen de nous défendre et d'autres ne l'ont pas. Quels sont les moyens? Ce sont les molécules qui, dans notre tube digestif, permettent de lyser les antibiotiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des bêta-lactamases endogènes. Il y a les bactériocines dont on est porteur dans le tube digestif. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis, il y a les différents phyla microbiens. On commence à voir, en comparant les patients qui acquièrent des BLSE à des patients qui n'acquièrent pas de BLSE, on commence à voir qu'il y a certains phyla microbiens, bactériens, qui protègent. Et notamment, au sein des anaérobies, ce n'est pas la même chose si vous avez des Prevotella ou des lactobacillus par rapport aux autres anaérobies. Mais ça, c'est un sujet compliqué et qui, je pense, en clinique, on est loin, entre guillemets, de pouvoir l'interpréter pour l'instant. Alors, les modalités d'administration, ça, c'est un élément important. Et je voudrais juste m'arrêter sur une notion qui est liée aux bêta-lactamines et à la perfusion continue. Je vous rappelle, il y a très longtemps, quand j'étais jeune et qu'on essayait de m'apprendre l'antibiothérapie, on me disait attention à la fenêtre de sélection, qui est entre finalement la concentration minimale inhibitrice et ce qu'on appelle la concentration prévenant les mutants. Et que si on se retrouvait dans cette fenêtre-là, le risque de mutation était important. Et que pour qu'on n'ait pas de mutants résistants, il fallait qu'on soit au-dessus. C'est vrai, c'est compliqué parce que ça dépend du type d'antibiotique. Est-ce qu'ils sont temps dépendants? Est-ce qu'ils sont dose dépendants? Bon, simplement ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question si quand on administre des antibiotiques de façon continue et qu'on est dans cette fenêtre-là, ou plus proche de la CMI, et pas ici, c'est-à-dire à 8 fois ou 4 fois la CMI, est-ce que le risque de voir apparaître les mutants est plus important ou pas? Donc mon message pour vous est de dire, quand vous voulez faire de la continue, n'oubliez pas la dose de charge. N'oubliez pas d'être dans des concentrations élevées. Et ça, c'est un élément important et je serais extrêmement intéressé, si vous êtes intéressé, qu'on travaille là-dessus, qu'on voit quel est l'effet écologique de cela. Alors, durée et classe, juste pour vous dire, est-ce que la durée ou la classe pèse plus lourd? Je vais dire, ça dépend des patients. Donc, juste 2 exemples. Les neutropéniques de ce côté, étude française. On regarde des neutropéniques qui reçoivent des céphalosporines de 3e génération. On les met sous céphalosporine de 3e génération et on regarde qu'est-ce qui apparaît dans le tube digestif. Et plus le temps avance, plus ils seront porteurs, finalement, d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Et de l'autre côté, un papier en réanimation de l'équipe de Jean-François Timsit, où il regarde finalement les patients qui ont une infection à Pseudomonas aeruginosa. Il regarde Pseudomonas aeruginosa résistant versus sensible. Et quels sont les facteurs associés? Certes, l'utilisation de carbapénem, certes, l'utilisation de fluoroquinolone, mais de plus, et c'est ça qui est important, c'est les patients qui ont une durée prolongée qui sont associés à la résistance. Donc, faire la dichotomie classe ou durée, je pense que dans un esprit de réduire la résistance, l'interruption précoce des prescriptions antibiotiques, et Charles-Édouard a fait il y a 2 jours quelque chose autour de comment on peut réduire finalement la place de la PCT là-dedans, je pense que ça c'est un rôle important. Chaque jour de gagner d'antibiotiques est important. Même si vous êtes au 5e jour et que vous avez votre résultat d'antibiogramme et que vous voulez désescalader, je pense qu'il faut le faire. Voilà, dans un esprit entre guillemets collectif. Alors je vais passer ça, juste pour faire un petit arrêt sur ce papier-là. Tout le monde montre ce papier. Vous connaissez ce papier, il a été montré depuis des années. On prend des malades de réanimation, ils arrivent tous, on les prélève et on regarde s'ils ont des bactéries résistantes au carbapénem. Et on regarde ce qui se passe dans le tube digestif en fonction des carbapénem. Et oui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur parce que les patients, il y a 2% à l'entrée et à 6 semaines, il y a 60%. Super. Sauf que les gens ont oublié de dire quelque chose, c'est que quand vous parlez de la résistance au carbapénem, vous incluez les carbapénémases, vous incluez les porines, vous incluez les Stenotrophomonas maltophilia, donc vous mélangez tout ce que vous savez entre, et c'est de l'émergence, c'est pas de l'acquisition, c'est de l'acquisition, de la sélection et de la mutation. Or, si vous prenez des patients qui viennent de réanimation et qui sont venus ailleurs, ils ont une histoire.
on leur a sélectionné déjà des choses. Peut-être qu'ils n'étaient pas visibles au départ et qui seront de plus en plus visibles. Et ce papier-là a suggéré que 3 jours de carbapénème, ça pesait aussi lourd que 21 jours. Peut-être dans cette population-là, certainement dans cette population-là, mais pour refaire le travail et pour qu'on voit réellement si les 3 jours font plus ou l'équivalent de 21 jours, il faudrait qu'on ait des méthodes qui permettent d'être sûr qu'il n'y ait même pas une colonie dans le tube digestif et que c'est lié effectivement au carbapénème. Les carbapénèmes ont révélé ce phénomène dans une population qui a acquis antérieurement. Et pour ceux qui vivent des d'Enterobacter BLSE, d'Escherichia coli BLSE, il faudra qu'on en discute pour savoir si c'est acquis chez vous ou si c'est finalement importé et révélé chez vous. Voilà comment ça se passe dans le tube digestif. Et plus vous soumettez votre tube digestif à des antibiotiques, plus le risque de voir émerger des co-résistances est important. Et juste un petit mot pour vous dire que finalement, votre tube digestif va rester très très longtemps modifié avec soit des bactéries qui sont naturellement résistantes, soit des bactéries qui ont acquis des mécanismes de résistance. Et en général, même 1 an plus tard, ce ne sera pas le même tube digestif, mais il aura la même fonction. Et pour finir et discuter un petit peu sur les 9 dernières minutes et vous laisser le temps, alors, ce patient, laquelle des molécules, j'aurais dû peut-être vous mettre qu'elle était sensible à l'amoxicilline, mais on s'en fout, laquelle des molécules vous vouliez lui garder pour éviter l'émergence de résistance? Qui prescrirait de l'amoxicilline chez ce patient? Je ne vous ai pas dit qu'elle était sensible au céphalo. Personne pour l'amoxicilline. Ça ne protège pas. Si, quelques-uns. D'accord. On va dire qu'il est sensible à l'amox. Qui mettrait une céphalo? Vous voulez le traiter? D'accord. Qui mettrait de la ceftriaxone? Qui mettrait du céfotaxime? D'accord. Qui mettrait de la tazociline? Qui mettrait de l'imipénème? Est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui protège? Voilà. Donc si on regarde, je vous ai mis de ce côté-là les molécules. Et de ce côté-là, je vous ai mis résistance naturelle, résistance acquise, résistance induite, espèce résistante saprophyte. Il a 15 jours de réa. Donc il a acquis toutes les bactéries de l'environnement de cette réanimation. Et c'est vrai au Maroc, à Beyrouth, à Tel... Pour ça, tout le monde est d'accord. À Tel Aviv, en France. Tiens, même chez M. Trump, c'est strictement la même chose, pour une fois. Premièrement, il risque de sélectionner, avec l'utilisation des molécules, d'un certain nombre de bactéries naturellement résistantes. Je vous ai pris des exemples. Ceftriaxone et entérocoque au sens large du terme. Céfotaxime et entérocoque. Imipénème et entérocoque faecium. Tazociline et entérocoque faecium. Amoxicilline et, alors je vous ai mis la lettre, Klebsiella pneumoniae. Pourquoi Klebsiella pneumoniae? Parce qu'elle a une pénicillinase de base. Et donc, quand vous mettez de l'amoxicilline, la pénicillinase va apparaître. Les premiers cas d'épidémie à Klebsiella pneumoniae sauvage décrits, c'était chez des enfants qui recevaient de l'amoxicilline pour des otites. Et les gens étaient étonnés. C'est une bactérie qui est sous-dominante dans le tube digestif et qui a une pénicillinase. Vous lui mettez un peu d'amox, hop, elle va apparaître. Vous pouvez voir des résistances qui sont acquises. Il est porteur, il vient d'un pays à haute prévalence. Il vient d'une unité à haute prévalence. Donc, il peut être porteur d'une BLSE, d'une carbapénémase. Et il n'y a aucun des antibiotiques prescrits qui ne sera pas associé à l'émergence de ces BLSE. Et j'ai mis un petit point d'interrogation pour les carbapénèmes, juste pour titiller votre esprit. Résistance induite, je vous ai mis tous les antibiotiques que j'aurais pu mettre entre guillemets pour imipénème, qui sont des inducteurs enzymatiques. Vous allez voir des entérobactères chez ce patient qui sont résistants. Et puis, comme il a acquis de la flore commensale, de la flore saprophyte, pardon, il peut très bien être porteur de pseudomonas et faire, entre guillemets, sélectionner son pseudomonas.